Saviez-vous que le profit s'opposait toujours au bien commun? Ouais, ouais. Alors oui, je vous aurais menti, hein, depuis que j'ai écrit sur Internet, depuis que je partage du contenu ici ou là, sur mes différents espaces. Moi, évidemment, tous les autres copains anarcap, hein, libertariens. Ouais, ouais, on a menti, les gars. Et les filles, hein? Bah, c'est un peu ce que nous dit aujourd'hui une docteure en philosophie, hein, qui s'appelle visiblement, alors, donc là c'est ma réponse, Stéphanie Rosa, hein, vous le voyez à l'écran, docteur en philosophie politique. Quand les capitalistes innovent, ce n'est pas pour le bien commun, c'est pour faire du profit. Voilà. Il y aurait une opposition, un antagonisme entre le fait de rendre des services, de faire du profit, hein, et le bien commun. Tiens, tiens, on va un peu gratter ce truc-là qu'on pose tout le temps en pétition de principe, qu'on pose comme ça sur la table. Bien commun, boum. Tiens, tiens, on va un peu gratter, hein, ces fondations philosophiques, c'est intéressant. Puis après, on va aussi questionner le profit, hein. C'est quoi le profit, in fine? C'est, je veux dire, fondamentalement, quel est le principe, quoi? On va d'abord l'écouter, puis on va y réagir. Non, je voudrais réagir à l'idée selon laquelle l'innovation, les technologies, etc., on les devrait exclusivement au capitalisme et donc il faudrait les laisser à l'initiative privée. Mais enfin, d'abord, j'en sais quelque chose. Il y a de la recherche publique quand même, de la recherche publique qui a de moins en moins, Vous d'argent. réagissez au vrai ruissellement selon Jean-Marc Daniel. Oui, et puis à l'idée que Fabrice Dalmeda développait, que il faut, enfin voilà, que la concentration d'investissement est factuelle. La deuxième chose, non mais on peut d'abord on peut faire de la recherche. Est-ce que je peux parler? Je vous en prie. Merci. Mais quand même, premièrement, la recherche, elle peut être publique, elle l'est dans une certaine mesure. Et deuxièmement, quand les capitalistes innovent, c'est pas pour le bien commun ou pour faire progresser la civilisation humaine, c'est pour faire du profit. Un des effets collatéraux complètement dramatiques. Quand les capitalistes innovent, ça n'est pas dans l'intérêt général ou tourné vers le bien commun leur action. Non, non, c'est pour faire du profit. Bon, on va questionner à la fois, je l'ai dit, la notion de bien commun et la notion de profit. Ok, les deux. Et on va voir si vraiment ces notions sont censées être antagonistes. Parce que là, c'est bien ce qui se passe dans cette proposition. Ce n'est pas pour le bien commun, on l'exclut, c'est pour faire du profit. Donc on aurait deux espaces de notions séparées, bien commun d'un côté, profit de l'autre, hein. Il n'y aurait pas cette espèce d'intersection. Hein, l'un ne serait pas responsable de l'autre, par exemple. Non, non, il n'y aurait pas du tout de lien entre les deux. Bon, on va voir ça, Stéphanie. J'ai comme un doute quand même, hein. Bon. Docteur en philosophie pour se faire actrice de l'obscurantisme économique. Oui, oui, hein, oui, oui. Cette inculture crasse sur le service public n'est que le résultat d'un endormissement étatique depuis des années. Voilà que le profit serait problématique et surtout qu'il ne participerait pas au bien commun. Alors non seulement il n'y a pas de bien commun sans bien individuel, mais surtout le profit est le reflet du service rendu. Pas de profit, pas de service, pas de richesse. Je vais m'arrêter un petit peu sur ça. Déjà, bien commun. Bien commun, c'est un truc qu'on pose comme ça, comme une pétition de principe, sans justification, sans définition objective, universelle. Un truc qu'on pose pour faire jouer l'utilitarisme politique, pour déployer ses cartouches idéologiques, pour que son collectivisme mental puisse s'exercer. C'est juste ça à chaque fois, hein. Bien commun, bien commun. Déjà, on n'a jamais possibilité de poser un truc comme ça de façon universelle. Oui, il y a évidemment, on le constate, plein de choses dont nous avons besoin. Les humains, par exemple, ont besoin de se nourrir pour des raisons physiologiques, bien sûr. D'avoir un toit pour ne pas mourir de froid l'hiver, bien sûr. Néanmoins, il y a plein de choses qui vont varier, soit en nature, soit en degré. Il y a des choses dont les gens n'auront pas du tout besoin. Il y a des gens qui ne pourraient pas du tout ressentir le besoin d'être protégés par une police privée parce que leur situation géographique, leur situation eux-mêmes en tant qu'individus, hein, peut-être qu'ils sont armés, dans un coin reculé, préparés, je sais pas. Il y a des gens qui ne ressentent pas le besoin de payer tous les mois, enfin qui ne ressentiraient pas. Je vais parler au conditionnel et me projeter. Ok, là on commence la projection un petit peu dans le monde libertarien. Important de faire ça à chaque fois, hein, pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'il retourne, comment s'appliquent les principes. L'individu qui serait dans un coin très très paumé, ou en petite communauté autonome, déjà protégé, ok, qui ne ressent aucune insécurité,
et bah ce mec-là, il n'aurait pas envie de payer pour une police tous les mois, ou tous les ans, admettons, hein, s'il y avait un tarif annuel pour une police privée, ou une police de quartier, une police, ce que vous voulez. Il n'aurait pas envie, et on peut le comprendre. So what? Quel serait le problème? Quel serait le foutu problème? Donc rien que sur un truc comme ça, la sécurité qui est quand même très important globalement pour les gens. La plupart des gens ressentent le besoin d'être protégés et paieraient pour une police privée, à n'en point douter. Ce que je vais vous dire par là, c'est que on ne peut jamais objectiver, rendre objectif, on va dire, cette notion de bien commun. Il y a toujours des choses qui vont varier, et même s'il y a des choses effectivement qui sont, on peut sûrement le dire quand même, vraiment en commun. Encore une fois, la nourriture. On ne peut pas ne pas manger a priori. A priori, bon voilà, quand même. Mais même sur ça, c'est extrêmement variable. Il y a des gens qui mangent énormément parce que voilà, tu fais 2 mètres 130 kg, ouais, tu vas consommer 3-4 000 calories par jour et c'est ton rythme normal, quoi. C'est un standard. Pour moi, ok, pour moi, 4 000 calories, il faut vraiment que je force comme un fou, quoi. Je suis plutôt à 2 500, quoi. Peut-être 3 000 les jours où je mange un peu mieux. Point, parce que je suis plus petit et plus léger. Point, ça s'arrête là. Différence de degré ici. Donc entre les différences de nature, des besoins qui vont complètement varier, qui vont pas être présents chez certains et présents chez d'autres, et les différences de degré, des besoins qui vont être rendus, plutôt exprimés de façon différente, déjà ce truc de bien commun, waouh, il devient extrêmement fragile, quoi. Extrêmement fragile. Et ça, c'est même pas fini, quoi. C'est même pas juste là où c'est poreux. C'est poreux une deuxième fois, parce que c'est oublier juste l'individu. Là, on revient à l'individualisme méthodologique des libertariens, qui est notre méthode de raisonnement pour penser l'ordre social. Quand je dis l'ordre social, qu'est-ce que c'est? C'est la société, c'est le vivre ensemble, c'est le fait que des individus acceptent de vivre sur une zone géographique, acceptent de se côtoyer, d'échanger, de coopérer, d'entrer en relation, en interrelation, d'accord? C'est ça le vivre ensemble. Et ça part toujours du volontariat, du consentement, de l'acceptation de l'autre. Je dois être désiré par l'autre. Toujours, évidemment. Et justement, quand on parle de bien commun, cette notion de bien individuel tend à s'évaporer. On sent que l'individu d'un seul coup va se faire écraser par la masse, par le collectif, par la foule. Or, sur Terre, factuellement, et cela est absolument irréfutable, il n'y a que des individus, il n'y a que des gens, des hommes, des femmes, des non-binaires si vous voulez, pas de souci. Il n'y a que des individus qui coexistent, coopèrent, échangent, négocient, forment du capital, s'enrichissent, parfois malheureusement s'appauvrissent à cause des États. Voilà, il n'y a factuellement que des individus. On ne peut pas penser quoi que ce soit, mais je dis bien quoi que ce soit, sans penser l'individu, sans commencer par lui. C'est pour ça qu'en économie, nous passons par la science praxéologique. Praxéologie, on rappelle, science de l'action humaine. L'homme agit. Cela est irréfutable. Et le simple fait, je le rappelle quand même, de dire non, tu as tort, l'homme n'agit pas, est déjà une action en soi, et vous tombez dans une contradiction logique, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, l'homme agit. Point. Cela ne se discute pas, cela est objectif. Voilà comment est-ce qu'on pose des axiomes de façon épistémologiquement sérieuse. Donc ça, c'est l'axiome de l'action humaine. L'homme agit, il n'y a que des individus, et chaque homme responsable est jugé comme tel, donc jugé adulte, jugé sujet de droit. Donc je ne vous parle pas du nourrisson, même pas de l'enfant, attention, je vous parle bien des individus jugés par leur communauté, comme adultes reconnus par leur père, d'accord, comme étant adultes et responsables. Tous ces gens-là savent mieux que quiconque ce qui est bon pour eux, ce qui est bien pour eux. Et donc là, on revient à la notion de bien individuel. Il n'y a que moi, Arthur, qui sait ce qui est bien pour moi. J'ai jugé bien, pour des raisons qui me regardent, de faire cette vidéo, d'appuyer sur REC, d'accord, sur la caméra, et de lancer une vidéo pour vous expliquer des concepts en économie, d'accord? Il n'y a que moi qui sais pourquoi je le fais. Et qu'importe pourquoi je le fais. La valeur est psychique, comme disait Rosebard, la valeur est psychologique, c'est pareil, la valeur se cache dans nos esprits. Il n'y a que moi qui sais pourquoi je fais ça. C'est mon bien, madame, comment elle s'appelle? Stéphanie Rosa, ok? C'est ça mon bien. Et ce bien-là, oui c'est ça Stéphanie Rosa, ce bien-là, il me regarde. Personne
ne peut évaluer, mesurer. Pourquoi est-ce que c'est mon bien? C'est mon bien, point barre, c'est comme ça. Et je manifeste une préférence pour cette action. J'ai un but, d'accord, un objectif, c'est pareil, et je me donne les moyens d'y parvenir. C'est ça l'action. Un but, des moyens. Point. Point. Donc il n'y a pas de bien commun, d'accord, puisque nous sommes différents. Et il n'y a que des individus qui agissent et sans les respecter eux, sans respecter leur souveraineté individuelle, ne me faites pas croire qu'on peut créer un bien commun. Non, non. Le seul bien commun qui tient debout, c'est lorsque tous les individus, toutes les souverainetés individuelles sont respectées, qu'elles peuvent s'exprimer sans heurts, sans coercition dans le champ social, dans la société, c'est pareil tout ça, dans le corps social on peut dire aussi, et qu'elles peuvent coexister pacifiquement par l'échange, par la négociation, par le respect strict de leurs droits de propriété. Point. À ce stade-là, quand toutes les souverainetés individuelles sont respectées et qu'on a ce que aussi appelait Bastia, un peu par extension, quoi, des harmonies économiques qui se mettent en place comme ça sur le marché, quand vraiment on a cette dynamique qui se met en place sur le marché, et où on a une foultitude de jeux à somme non nuls qui existent, qui coexistent en fait, faut dire à chaque fois, même qui coexistent à chaque fois, quand on a ça, ouais ok, on a un bien commun, ok. D'un seul coup, on a retourné la démarche, on est parti de nos différences manifestes, de l'individu, il n'y a que des individus, et ensuite, on prend de la hauteur, on se rend compte que tous ces individus coopèrent, coexistent dans le corps social, et que là, ok, il y a un bien commun. Donc le seul bien commun, c'est quoi in fine? C'est le respect du droit naturel de chacun, et c'est le laisser-faire économique. C'est la mise en mouvement d'un très grand nombre, en fait un nombre indéfini, puisque des humains naissent tous les jours, d'acteurs économiques qui coopèrent sur le marché. Ok, là il y a un bien commun. Donc voilà, vous ne parlerez de bien commun que si vous parlez de nos différences et que si vous parlez de nos souverainetés individuelles et que vous les respectez. Et là on revient au droit naturel. Tout le reste, vous tombez dans de la pétition de principe et dans des argumentaires où les gens tentent de justifier, de légitimer l'action politique et donc de violer votre droit naturel. Ensuite, le profit. Les problèmes sociaux ne peuvent pas venir du profit ni du mécanisme de l'échange volontaire, ça n'a aucun sens. Ou alors, cessons tous d'échanger et fermons toutes les entreprises sur Terre. Ça va très bien se passer, à n'en point douter. Là, pareil, questionnez les concepts qu'on vous présente à chaque fois. Et n'en restez pas aux hypnoses collectives, aux hypnoses d'État, aux hypnoses socialistes, aux hypnoses marxistes, aux hypnoses anticapitalistes. Tout ça, de toute façon, se recoupe bien souvent et produit un discours qui, même s'il peut un peu varier sur la forme, sur le fond est pareil dans le sens où il nie le mécanisme du profit, ou alors, pas vraiment, il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas et, ce faisant, il tire des mauvaises conclusions. Je dis « il » au pluriel. Tous les gens qui ne sont pas anarcho-capitalistes, à chaque fois, font des erreurs sur la mécanique du profit, la mécanique de l'échange. Si le profit pose problème, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter d'échanger, d'accord? On va arrêter de se rendre service. On va arrêter de produire, d'échanger, de former du capital, d'épargner, d'investir. On va tout arrêter. On va tout arrêter. Et j'ai bien mis tout en lettres capitales, d'accord? Pour insister un petit peu, toutes les entreprises sont capitalistes. Aucune exception possible. Parce que toutes les entreprises doivent déployer du capital. Capital en temps, capital en argent. Toutes les entreprises doivent déployer du capital, former du capital, le réinvestir, l'épargner, d'accord? Le distribuer à des actionnaires. Point. Ça s'arrête là. Même votre boulanger apporte du capital. On prend tout le temps le boulanger parce que c'est vraiment l'exemple du quotidien. Il a bien apporté du capital, ce monsieur ou cette dame. Il a bien acheté des fours à la base. Il a bien acheté de la farine à la base, des instruments à la base, une vitrine à la base. Il paye des locaux à la base. Donc voilà, si vous voulez plus de profit, vous voulez plus d'échange, donc vous voulez l'autarcie totale et puis vous voulez nous condamner, quoi.
Si on jouait à ce petit jeu-là, si l'humanité était forcée, admettons, hein, par une force extérieure, par un truc démoniaque, hein, à rester en autarcie, bah on tient tous 3 jours les gars, hein. D'accord? Il y aurait quelques individus exceptionnels, formés, parfaitement autonomes, ok, qui pourraient survivre. Attention, j'ai pas dit qu'ils pourraient devenir riches et prospères et reformer une civilisation, hein. Attention, j'ai dit qu'ils pourraient survivre dans leur campagne, dans leur forêt, en mode autonomie, machin. Ok, il y aurait 0,0000001% des gens. Ok, d'accord, waouh. Super civilisation, vraiment, waouh, ça fait rêver tout le monde. Mais pour nous autres, on tient 3 jours, hein. Donc voilà, s'il n'y a plus d'échange, c'est terminé. Donc le problème ne peut jamais venir du service rendu. Jamais, jamais, jamais. Et puis on s'est aussi rendu compte que, miracle, hein, étrange, mais quand on laisse un peu plus faire les producteurs de richesse, c'est-à-dire quand on laisse les gens rendre des services et faire du profit, bah tout le monde s'enrichit. C'est dingue, hein. Vous savez pourquoi? Parce que le capital, c'est pas un truc fini, c'est pas un gâteau, c'est pas un truc qu'on se partage le capital. Le capital, c'est totalement extensible à l'infini. La richesse est infinie. La richesse se manifeste à chaque échange. Et il y a des milliards de milliards de milliards d'échanges tous les jours, entre les milliards et milliards d'humains tous les jours. C'est ça la richesse. Et vous voyez bien que donc, il n'est pas que question d'argent, il est question de tout ce que je retire de l'échange volontaire. Je trouve ma valeur d'une manière ou d'une autre à travers chaque échange. Certains en retirent du profit matériel, plus d'argent sur un compte en banque. Ok, bien sûr. Bien sûr, les autres de l'autre côté en retirent aussi un profit psychique, une valeur psychique, comment dire, un avantage, d'accord, un bénéfice. Ok, qu'importe en fait. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Pour eux, le profit, la valeur, c'est uniquement matériel. C'est que l'argent. Non, 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 pas du tout. Et sinon, évidemment, si vraiment c'était que ça, mais l'économie serait effectivement un ensemble de jeux à somme nulle, et il n'y aurait que les entreprises qui s'enrichiraient au détriment des autres. Mais évidemment, ça n'a strictement aucun foutu sens économique. Aucun sens économique. Si les gens échangent, c'est tout le temps pour s'enrichir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On agit parce qu'on estime que l'action que l'on s'apprête à faire, la décision que l'on s'apprête à faire, nous emmènera vers une situation plus profitable, plus avantageuse que celle que nous avons maintenant. On agit toujours pour substituer une situation sociale peu favorable par une autre jugée meilleure. Et pour ça, il faut comprendre un petit peu Ludwig von Mises et les Autrichiens, évidemment. Donc voilà, c'était un mini cours d'économie pour vous aujourd'hui sur la chaîne. J'espère que ça a été... Alors attention, ce que je dis là est extrêmement simple, hein. J'ai pas de doctorat, moi, pour avoir dit tout ça. J'ai rien. Non, non, j'ai juste lu quelques articles sur mises.org. Je me suis formé, enfin j'ai lu Mises un petit peu en tout cas, hein, j'essaye un petit peu quand même. Et en quelques mois, en fait, les principes sont rentrés. Et maintenant, je me sens obligé, on va dire, enfin en tout cas, ça me fait plaisir. Et c'est un devoir pour moi moral. C'est mon bien, ok, c'est mon bien que de vous le partager. D'accord? Quoi qu'il en soit, si pour vous, votre bien du jour aura été de voir la vidéo, bah écoutez, vous n'avez qu'à me lâcher un petit pouce vers le haut, laissez un commentaire en cas de question, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bah moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, tout simplement, et à vous dire à la prochaine. Ciao!